l'accélération de Raka, personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai, pour l'ASM Clermont-Auvergne. Salut et bienvenue dans l'épisode 23 de la saison 2 du podcast Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont avec aujourd'hui Manu Caillot, Valérie Lefort et Arnaud Clerc. Messieurs, bonjour. Salut, bonjour. Salut à tous. Alors messieurs, je vous propose aujourd'hui de répondre à la question suivante. Jake McIntyre peut-il détrôner à chaque fois, t'es magnifique. Dans la hiérarchie de l'ASM. Oui, arrêtez de vous foutre de ma gueule. Donc la réponse à la question, vite fait, tour de table. Brièvement. Oui. Alors, le truc, c'est que Camille Lopez est cuit physiquement en ce moment, mais je pense qu'à moyen et long terme, il offre plus de garanties que Jack McIntyre, donc c'est non pour la faire. C'est non pour toi. Valérie, Jack peut-il détrôner Camille dans la hiérarchie de l'ASM? On peut pas en mettre un troisième. Joker. Non, Joker. Non, mais j'expliquerai un peu plus tout à l'heure. Mais bon, c'est compliqué là. Manu? Je vais dire oui parce que voilà, c'est un poste, il y a pour l'instant 2 joueurs, donc forcément avec la concurrence il peut. Le fera-t-il, c'est une autre chose. Donc oui, mais... Alors, on va un petit peu essayer de contextualiser. Au lendemain de la victoire de l'ASM Clermont face au Stade Français, c'était donc samedi soir, on a pu lire sur les réseaux sociaux des critiques sur la performance de la charnière auvergnate Parra-Lopez en général et sur la performance de Camille Lopez en particulier. Une prestation, on l'a dit, en demi-teinte qui a contrasté avec celle de Jake McIntyre, auteur d'un essai face aux Parisiens. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter des prestations de Camille Lopez qui, depuis son retour de la Coupe du Monde, n'a pas été ménagé par son entraîneur? Oui, et tout de suite, alors il est urgent de s'inquiéter tout de suite parce qu'il est cramé physiquement, il a plus de gaz, il a plus de jus, ça se ressent un peu dans son jeu au pied. Enfin, 12 matchs sur 12 avec 11 titularisations. C'est compliqué quoi, il a vraiment enchaîné. Je pense que ses mauvaises prestations du moment sont dues à un manque de fraîcheur physique. Il a dit clairement d'ailleurs à la fin du match en conférence de presse, il a dit il faut vraiment que je coupe. Je crois qu'il a dit il s'en est pas caché. La casquette, voilà, on connaît son franc-parler. Voilà, il dit les choses avec franchise. Il s'en est pas caché. Il a dit les vacances vont faire du bien. Il faut se mettre à sa place. Effectivement, c'est vrai qu'il a beaucoup enchaîné. Franck Azema d'ailleurs l'a souligné de son côté en disant qu'il n'avait pas ménagé Greg Ledlow et Jack McIntyre ces dernières semaines parce que c'est forcément dans l'autre sens pour des compétiteurs. Oui, voilà, de ne pas les faire jouer. Et donc du coup, c'est vrai qu'il s'est appuyé peut-être cette cette complémentarité qui pouvait exister entre Morgan Parra et Camille Lopez, sur leur expérience sur des matchs importants parce qu'il y a eu cette Coupe d'Europe avec ce beau parcours à l'arrivée, ce 4e meilleur bilan qui va offrir ce quart de finale à domicile. Voilà, ce duo, à mon avis, offrait plus de garanties au staff clermontois sur ces matchs clés. Maintenant, il faut voir la suite. D'ailleurs, il a dit, Franck, pour en avoir parlé avec lui à la fin du match, j'avais besoin d'eux pour débuter. Alors je pense que voilà, c'est aussi une façon de se dire, de se rassurer. Il nous dit aussi, il n'y a pas de raison de ne pas le croire, qu'il avait prévu de les faire sortir assez rapidement, donc dès le début de la deuxième mi-temps. Bon, faut se reconnaître. À la 49e. 48e, ouais. Faut se reconnaître qu'à la sortie, bon, le jeu de Bonneto, il est bon. Oui, mais est-ce qu'on peut pas s'interroger quand même sur la gestion du joueur par Franck Azema? Moi, je pense qu'il a beaucoup trop joué. C'est depuis McIntyre a disparu des tablettes après le match perdu à l'Ulster fin novembre. Il n'avait pas été très bon. Non, pas bon du tout. Même. Fantomatique. Et voilà. Donc là, il l'a mis au frigo pendant 2 mois, un peu plus de 2 mois. Bon, il le ressort là. Mais c'est vrai que bon, entre un Lopez qui avait du mal à détacher la caravane et qui était fatigué, et un McIntyre qui rentre et qui a du peps, bon, on a vu que ça faisait la différence. Ça pouvait aider. Après, sur le long cours, est-ce que ça peut être une solution de rechange pérenne et qui prennent le dessus, je demande encore à voir. Oui, d'autant que à la limite, si on en juge par la gestion de la doublette, on va dire, on a plutôt le sentiment que Franck Azema ne fait pas entièrement confiance à McIntyre. Bah, pour l'instant, à voir. Il l'a fait jouer beaucoup au début parce qu'il n'avait pas le choix. Après, bon, force à de reconnaître effectivement qu'il a beaucoup moins joué, voire très peu ou pas du tout. Pour revenir à ce problème de fraîcheur physique, Camille Lopez, en pleine possession de ses moyens, je pense qu'il est plus intéressant dans l'animation du jeu, dans sa globalité, que Jack McIntyre. Enfin là, c'est pas le cas. Non, pas tout de suite. Il manque de fraîcheur physique. Et puis il est plus prévisible aussi quand même. L'autre attaque plus la ligne, je trouve.
malgré tout. On l'a vu sur son tchitchak quand il va sur son essai. Bon, tout de suite, Lopez, il n'est pas capable de faire ça. Mais bon, on en revient toujours à ce qu'on disait tout à l'heure, on va se répéter. 12 matchs sur 12, 11 titularisations. Alto, cadence infernale. Bon, bah voilà, je pense qu'effectivement, au bout d'un moment, les gars sont au bout. Mais je pense que l'ASM avait besoin de ces cadres aussi, peut-être, pour passer ce cap-là. Bon, bah, force à de reconnaître aujourd'hui, tu es qualifié en Coupe d'Europe, tu reçois en quart à domicile. Et en championnat, bon, tu as fait ce qu'il fallait face à une équipe parisienne. Il fallait gagner contre le Stade français. Qui, il ne faut pas oublier, a plumé Toulouse il y a 15 jours, aurait dû gagner à Montpellier. Donc, c'est plus tout à fait la même équipe non plus. Hein. Donc, sans Macalo et Fico aussi. Et attention aussi, Camille Lopez, or certes, il n'était pas un titulaire indiscutable, il n'était même pas titulaire pour la Coupe du Monde avec l'équipe de France, mais il a quand même participé à toute la phase de préparation. Ça veut dire que Camille Lopez n'a pas stoppé en chaîne bouffe du rugby depuis plus d'1 an quasiment. Et sûrement que là, il a vraiment ce besoin de... Donc autrement dit, il a des circonstances atténuantes. Voilà. Et pour en revenir au match de samedi, certes l'entrée de McIntyre est intéressante. Il faut préciser aussi quand même qu'il est entré en jeu juste après Beria, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Et l'entrée de Beria a coïncidé quand même, a permis à la mêlée clermontoise de véritablement asseoir sa domination, que ce soit en mêlée fermée. Et il a joué derrière une équipe qui, pour entre guillemets, la première fois du match, a pu avancer. Exactement. Et on sait pour un ouvreur que c'est un peu plus simple de jouer derrière une équipe qui avance que derrière une équipe qui recule, comme ça a été le cas. L'ouvreur, il le dit souvent d'ailleurs en première mi-temps de presse quand ça avance. Mais ce qui ne cache pas la belle performance de McIntyre samedi. La question qui se pose plus sur les ouvreurs, c'est de savoir si sur les 2 ans qui viennent, l'ASM va pouvoir se contenter de joueurs à ce niveau-là, voilà, à un poste aussi stratégique. La question peut-être peut se poser en filigrane. Voilà. Alors on va justement un petit peu en parler. Camille Lopez, il aura 31 ans le 3 avril prochain. McIntyre, lui, en aura 26 fin avril. L'ouvreur australien est sous contrat jusqu'en 2021, si je ne dis pas de bêtises. Et Camille Lopez, lui, est sous contrat avec l'ASM jusqu'en juin 2023. Alors certains spécialistes du ballon ovale n'hésitent pas à parler de fin de cycle à l'ASM. On sait que Sébastien Bézi, lui, va porter du 109 la saison prochaine à la mêlée. Est-ce qu'il faudra faire de même à l'ouverture? Justement, c'est la question que tu te poses, Valérie. On peut poser la question, mais je pense que la réponse, 1, on l'a pas. Et puis 2, il y a des contraintes budgétaires qui font que c'est difficile. Et puis aussi les contraintes de GIF. Voilà, il y a quelques très bons ouvreurs français, mais ils ne sont pas donnés. Ils ne sont pas donnés. 2, ils ne sont pas forcément libres. Et 3, et ils ne sont pas à Clermont. Donc voilà, les Jalibert, les Carbonel, les Ntamin qui sont pris, ils ont des contrats, ils sont ficelés. Voilà. Donc bon, il y avait un jeune à Clermont, il n'a pas percé, il est reparti à Aurillac. Voilà. Ça fait très très longtemps que l'ASM n'a pas sorti un ouvreur maison. Je crois qu'on disait le dernier, ça doit être Sadourny. Et qui n'était pas en plus un titulaire indiscutable, hein. Mais voilà, ça remonte à très très longtemps. L'ASM sort beaucoup de joueurs, beaucoup de bons jeunes, mais pas d'ouvreurs. C'est vrai. Donc Arnaud, ça s'annonce compliqué, quoi, ce dossier. Valérie a tout dit. Hein, on peut trouver un ouvreur, mais oui, pour trouver GIF, pour trouver un GIF, pour trouver un joueur qui rentre dans les contraintes du salary cap, c'est compliqué. Après, un Lopez. Surtout à ce poste-là où ce sont des joueurs quand même un ouvreur ne fait pas partie des joueurs les moins chers du marché. Après, on ne va pas mettre Lopez au rebut. Un Lopez en pleine possession de ses moyens, c'est intéressant, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Non, voilà. Mais effectivement, ce que disait Manu sur le fait d'avoir enchaîné la saison dernière, tu vas au bout de la Coupe d'Europe, tu gagnes ta petite Coupe d'Europe, tu vas au bout du championnat. Bon, voilà. Tu enchaînes derrière sur la préparation de l'équipe de France. Bon, en plus, on sait qu'il a eu du mal à se remettre de sa grave blessure. On le voit d'ailleurs sur ses coups de pied. Hein, le stade, à chaque fois, retient maintenant. Le stade retient sa respiration. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois qu'il tape au pied, on entend un petit murmure dans le stade. Bon, voilà. Est-ce qu'elle va sortir? Est-ce qu'elle va pas sortir? Est-ce qu'elle va faire plus de 20 mètres ou pas? Bon, ça, lui, il a pris beaucoup de choses sur la tête aussi. C'est compliqué. Donc, bon, après, il peut se refaire la cerise. Là, il y a les vacances. Et puis, même à l'avenir. Ce qui va être intéressant, d'ici la fin de la saison, est-ce qu'il ne faut pas faire tourner, justement? Parce qu'il y a beaucoup d'échéances. Il y a effectivement le championnat où pour l'instant, on va le rappeler, mais l'ASM n'est pas dans le top 6. Ah bah non. Et il y a la Coupe d'Europe aussi à gérer. Moi, je trouve que dans les matchs importants, je pense que Camille Lopez offre plus de garanties que Jack McIntyre, comme vous le dites si bien, Martial. Merci. C'est l'accent de Melbourne. Hein. C'est pas mal. Manu, il faudra faire tourner pour la suite de la saison. Je pense qu'il faut faire tourner, mais ce qui va être intéressant, c'est le retour de Camille Lopez après les vacances, là, sur les premiers matchs qui vont suivre derrière. Comment il revient? Il se sera reposé, ils vont repartir, à mon avis, sur une phase de préparation physique, puisqu'on rappelle, il y a 2 week-ends sans match. Il va falloir voir le retour, mais après, effectivement. Donc c'est aussi au staff de le gérer, quoi. Oui, mais ça, c'est prévu, à mon avis. Je suis pas très inquiet là-dessus, mais je ne vois pas Franck Azema titulariser jusqu'au bout de la saison Camille Lopez. Forcément, en plus, quand on sait l'importance des matchs de phase finale. McIntyre, tu veux dire?
Non, enfin de titulariser Lopez tous les week-ends. À mon avis, ce sera pas possible. Non. Il va falloir qu'il fasse tourner, qu'il fasse reposer Camille Lopez. Pas de choix. McIntyre avait montré des bonnes choses quand Camille Lopez justement était à la Coupe du Monde. Il avait fait très bonne entame de saison en top 14. Contre le Stade Français. Il faut envoyer Lopez au Japon alors. Mais on parlait tout à l'heure du match en Ulster. Ouais, ça avait été difficile pour lui dans des matchs importants. C'est pour ça que j'ai un peu de. Bon, tu peux pas cramer un joueur sur un match. Non. Parce que Ledlow n'a pas été du tout performant sur ce match-là. Et bon, on connaît la qualité du garçon. Il l'a encore montré samedi. Mais c'était sa première titularisation sur un match de Champions Cup. Ça m'oblige à me questionner un peu sur. Oui. Enfin bon, on l'avait et là, il s'est retrouvé comme la frite que tu trempes dans l'huile bouillante, quoi. Le match à l'Ulster était très compliqué. Ils ont pris la rafalée pendant une heure. Image, on va clore le débat. Et avec une bonne bière, bien sûr. On va rapidement se pencher sur une information publiée sur le site Sport Auvergne ce matin. Georges Moala, le 3/4 centre de l'ASM Clermont, fait partie des 15 noms retenus par le PCR pour le titre de joueur européen de l'année en 5 matchs de Coupe d'Europe, puisqu'il n'a pas joué contre les Harlequins. C'était le dernier match, c'est ça. Petite gêne musculaire. Georges Moala a inscrit 5 essais. Parmi les autres joueurs en lice, il y a Finn Russell et Jérôme Keino. Il a ses chances. Il peut avoir ses chances. Il fait une super campagne européenne. Ouais, en plus, mais on tient compte du parcours de l'année dernière aussi. Je pense que là il se base uniquement sur la première partie de saison. Sur la saison 2019-2020. Sur la Coupe d'Europe. Il parle de l'année effectivement, mais parce que le prix sera remis au printemps. Oui, c'est encore un peu tôt encore. Faut attendre les quarts de finale et demi-finales vont être juge de paix. Il y a une présélection de 15 avant. On va voir ce qu'il donne dans les prochains matchs. Allez, vous écoutez ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. Dans quelques minutes, le quiz, mais tout de suite, c'est l'heure des tops et des flops. On va commencer avec toi Arnaud, ton top s'il te plaît. Alors mon top, Manu en parlait un peu tout à l'heure, c'est le petit Beria là, qui est rentré en jeu contre le Stade Français. Effectivement, il fait une super entrée, que ce soit dans les zones de ruck où il récupère un ballon essentiel et en mêlée fermée aussi. Il a été particulièrement efficace. En plus, c'est un mec qui peut jouer à gauche et à droite. Je pense qu'il pourra rendre de fiers services à l'ASM dans les mois prochains et les saisons prochaines. Ton top, Valérie, s'il te plaît. Alors mon top, paradoxalement, ça va être Issoire pour sa capacité à essayer de s'en sortir face à Rumilly, alors qu'ils sont trouvés tout de suite à 14. Tout était mal parti dans ce match. Ils sont menés, ils prennent un essai, ils sortent pas de leur terrain pendant presque une demi-heure. Ils prennent un carton rouge, ils reviennent, ils mènent à la mi-temps, ils reprennent 2 jaunes. Et ils peuvent malgré tout gagner le match en fin de partie. Bon, ils ont fait des mauvais choix. Ça sera mon flop. Mais voilà, il y a quand même, on sent qu'il y a une âme, il y a une envie dans ce club de s'en sortir. Et voilà, j'ai trouvé que c'était sympa. Ils sont pas forcément la récompense au bout. Bon, faut pas qu'ils lâchent. C'est pas tout à fait fini encore. Faut qu'ils s'accrochent. Mais bon, je pense que voilà, on sent qu'il y a. Il lâche pas. Non, il y a quelque chose. Voilà, je pense qu'il y a des clubs qui auraient. Et puis il fallait voir la tête des joueurs à la fin. On sentait bien quand même que bon, ça, les mecs se tiennent quoi. Allez, encore un top. Il est signé Manu Caillot. Oui, ce sera pour Yann Wessels. Alors peut-être que les internautes ont suivi le match des espoirs de l'ASM face à Narbonne samedi avec cette large victoire. Et vos excellents commentaires, Manuel. Il faut le souligner. Merci Arnaud. Et donc c'est un pilier sud-africain qui est arrivé fin décembre. Il était titulaire et je l'ai trouvé très très intéressant. Il marque un essai d'ailleurs, mais que ce soit ballon en main, que ce soit au niveau des courses, c'est prometteur. Pour en avoir parlé avec Bertrand Rioux à la fin, une mise de gros espoirs sur ce jeune joueur. Pas de problème d'adaptation lui. Non, effectivement, là, il faut qu'il progresse encore un petit peu au niveau de la mêlée fermée, mais bon, ça c'est des petits détails qui vont rentrer un petit à petit. Mais voilà, un joueur à suivre, Yann Wessels. On passe au flop, Arnaud. Alors mon flop, ce sont des insultes que j'ai entendues dans les travées du Michelin qui m'ont vraiment gêné. On parle beaucoup du football, du comportement des supporters dans le milieu du football, mais il ne faut pas oublier que non plus dans les stades de rugby, il y a parfois des comportements qui sont inadmissibles. J'ai entendu des supporters se prendre un peu la tête avec le staff du Stade Français et j'ai entendu des injures à caractère raciste, j'ai pas peur de le dire, qui n'ont rien à faire dans un stade de rugby. Et c'est des comportements qui sont tout simplement inadmissibles. Voilà.
Et je vais pas les répéter parce que j'ai pas envie de répéter ce genre de propos, mais c'est inadmissible. Mais les gens peuvent rester chez soi. Voilà. Chez eux, Ouais. pardon. La connerie est largement partagée. Oui. Ton flop, Valérie. Et ben alors ça va être Issoire. Mais là, il sera encore plus fort que le top quand même. Parce que cette équipe pouvait gagner le match à la fin. Ils ont une pénalité. Bon, ils en ratent une un peu plus tôt. Ils en ont une à la 87e. Il y a 7 minutes d'arrêt de jeu. Donc là, on se pose pas la question, on perd d'un point. Elle est à 40 mètres, le vent pour. Bodona n'y va pas, Bourlieu n'y va pas, Martial a un gros coup de pompe. Tout le monde se regarde ses pompes, personne ne prend l'initiative. On va chercher une pénale touche. Et la pénale touche, on envoie le ballon en fond d'alignement, il est perdu. Voilà. Et le maintien se jouera peut-être là. Et voilà, je pense qu'il fallait absolument tenter cette pénalité. On avait dit pour l'Ulster, quand c'était venu à Clermont, les insultés de jeu à pas prendre les points. Mais là, Issoire jouait son maintien, il n'y avait pas à tortiller, il fallait absolument la tenter. Tu la rates, ça arrive à tout le monde et c'est pas très grave. Mais là, franchement, il fallait la tenter. Il n'y avait pas d'échappatoire. Et personne n'a osé prendre cette responsabilité-là. C'est dommage. Ton flop, Manu. Alors je vais parler arbitrage. On a souvent parlé du manque de cohérence au niveau des décisions qui sont prises d'un week-end sur l'autre. Et j'en reviens à ce carton jaune qui est infligé à John Ulugia pour son plaquage haut, plaquage corde à linge là, sur Hamdaoui. Voilà, c'était carton rouge. Il y a des règles, alors qu'on soit en début de match, qu'on soit à la 60e, qu'on soit à la 75e. Quand il y a des règles, que l'équipe joue à domicile. Voilà, que l'équipe joue à domicile. Il y a des règles, on parle suffisamment de la santé des joueurs. Hamdaoui, on ne l'a pas revu du match, il n'est pas revenu sur le terrain quand même. Il déclare forfait là, pour l'équipe de France. Pour l'équipe de France. Je suis désolé, alors je n'ai rien, c'est pas contre John Ulugia ni rien, mais voilà, il y avait une décision à prendre. Monsieur Chalon ne l'a pas prise. Mais pour moi, c'était carton rouge et ce genre de geste doit être sévèrement puni. Voilà, on parle suffisamment de la santé des joueurs. Des règles existent, mais il faut appliquer quand les gestes sont là. Voilà, faut sortir les sanctions. Voilà qui est dit. Ce podcast est bientôt terminé, mais avant de nous quitter, place au quiz comme d'habitude. Un quiz placé comme la semaine dernière ou pas du Stade Français, mais sous le signe du 15 de France. Puisque, vous le savez, ce week-end, je ne vous apprends rien, il y a un petit match entre la France et l'Angleterre, je crois. Alors, on va commencer avec sur le Super Sevens, quand même, cette nouvelle compétition. Oui, je ne suis pas au point là-dessus. On va commencer avec le jeu du parcours. Je vous donne une liste de clubs. Cette liste correspond à un joueur qui a porté le maillot de l'équipe de France. Alors, ce n'est pas forcément un maillot à un joueur de l'ASM, mais il a un petit rapport quand même. D'accord. Alors, à vous de le trouver. Si je vous dis Brive, Saracens, Toulouse, Brive, Penaud, Lyon, Stade Français et Lyon, vous me dites. Alain Penaud, effectivement. Demi d'ouverture, 32 sélections. Chez les Bleus, plus de 260 apparitions sous le maillot des Coujoux. Ouais, dès que vous parlez de Brive, oui, c'est vrai. Il y avait un petit peu de favoritisme. Messieurs, maintenant j'ai sous les yeux la liste des 15 joueurs qui comptent le plus de sélections en équipe de France. Alors chacun votre tour, vous allez me citer un nom. Si le nom est dans la liste, vous poursuivez votre route. S'il n'est pas dans la liste, vous êtes éliminé. Alors, les joueurs comptent plus de sélections en équipe de France. Donc on va commencer avec toi Arnaud. Fabien Pelouse. Fabien Pelouse, ça tombe bien, c'est le premier. Ouais. 118 sélections. Valérie. Ibanez, c'est le troisième. Raphaël Ibanez avec 98 sélections. Vous êtes toujours en course, messieurs. Manu, dans les 15 premiers, le top 15. Un brévis, mon Dieu, vite. Alors il y a deux, si ça peut t'aider, il y a deux joueurs de l'ASM. Hein. Galtier Fabien Galtier n'y est pas. Il n'est pas dans les 15 premiers. Au revoir Manu. Au revoir Manu. Arnaud, toujours Philippe en course. Sella. Philippe Sella, c'est le deuxième avec 111 sélections. Valérie. J'ai dit qu'il y avait deux joueurs de l'ASM. Oui, deux joueurs de l'ASM. Des anciens. Bon, mais sinon, il y en a d'autres aussi. Aurélien Rougerie. Aurélien Rougerie, c'est le 15e. Donc voilà, 76 sélections. Arnaud. Thierry Dussautoir. Ouais, Thierry Dussautoir, je le trouve pas, mais il est dedans. 12e avec 80 sélections. Toujours en course, donc Arnaud. Olivier Magne. Olivier Magne, c'est le deuxième joueur de l'ASM. Il est 5e avec 90 sélections. Il en reste encore un peu. Arnaud. C'est intéressant. Ibanez, on l'a dit, oui. Oui, il est en 3e. C'est Valérie qui l'a dit. Attends. Alors c'est que des joueurs qui ne sont plus en activité, sauf un. Mais attends. Oh là. Allez, il va falloir y aller. Allez, 5 secondes. 5, 4, 3, 2,
de... Non, pas la maison. Non. La maison, non, il n'est pas dedans. Zarzewski. Allez, Zarzewski, Dimitri Zarzewski, 9e avec 83 sélections. Dans 50 ou 60 comme remplaçant. Il y avait Damien Traille, Nicolas Mas, Sylvain Marconnet, Imanol Arinordoki, Louis Picamol, Abdelatif Benazi et Frédéric Michalak. Ah là là. Voilà. J'ai failli dire Michalak, mais... Voilà, c'était un bon concours. Allez, on termine avec un test de rapidité, comme les semaines précédentes. Attention, je sais que vous appréciez, Valérie. Christophe, mais Christophe n'est pas là, il est déclaré forfait. On l'avait dégoûté, là. On ne le reverra plus dans le podcast. Donc des questions plus ou moins farfelues, ça a rapport avec le 15 de France. Qui parmi les joueurs ayant porté le maillot du 15 de France a le même nom qu'une petite maison en bois que les enfants adorent fabriquer dans la forêt? Cabane. Laurent Cabane. Formidable troisième ligne. Qui parmi les joueurs ayant porté le maillot du 15 de France a le même nom qu'un arbre exotique? Un arbre exotique. Il y avait eu du bois, mais c'est pas lui. Non. Ça aurait pu, mais... Ouais, non mais... Un arbre exotique. L'arbre exotique, par Palmier, exemple, j'ai envie de dire... Palmier, Michel Palmier, tout à fait. Qui parmi les joueurs ayant porté le maillot du 15 de France... C'est pas très exotique, hein, il y en a à Clermont. Hein. Oui, d'accord. Ouais. A presque le même nom qu'un célèbre réalisateur de cinéma, auteur de L'Homme de Rio et du Magnifique. C'est du vieux cinéma, là. Ah oui. Les années 60 80 70 avec Belmondo. Ouais. 70, 80. Son prénom au réalisateur, c'est Philippe Broncan. Philippe de Broca. Et donc, pour Dubroca, le talonneur. Daniel Dubroca, voilà. Qui parmi les joueurs ayant porté le maillot du 15 de France a le même nom qu'un navire à voile qui naviguait sur les océans entre le 16e et le 18e siècle? C'est pas facile, ça. C'est pas un mot qu'on utilise souvent. Le joueur qu'on cherche, son prénom, c'est Jérôme. Galion. 2000 de Toulon. Ouais, celui-là, il était un petit peu... Allez, un plus facile pour toi, Arnaud. Qui parmi les joueurs... Je vous en prie, Martial. Qui parmi les joueurs ayant porté le maillot du 15 de France a le même nom qu'un célèbre chanteur français dont les tubes Femme, Je vous aime ou Mélissa ont baigné notre enfance? Enfin, Claire. Claire, oui. Donc, le prénom... Vincent Clair pour Julien, pour le chanteur. Clair, allez, trouvé. Qui parmi les joueurs ayant porté le maillot du 15 de France a le même nom qu'un légume vert et blanc que l'on utilise pour faire d'excellentes soupes? Poireau, Jefferson Poireau. Bordeaux. Bonne réponse de Valérie. Qui parmi les joueurs ayant porté le maillot du 15 de France a presque le même nom qu'une célèbre friandise originaire d'Aix-en-Provence, parfumée à la fleur d'oranger? Palisson, pour Calisson. Palisson pour Calisson. Excellent. Il devient bon, Valérie. J'aime beaucoup les palissons d'Aix. Qui parmi les joueurs ayant porté le maillot du 15 de France a le même nom qu'un célèbre aviateur, figure légendaire de l'Aéropostale, disparu dans l'Atlantique le 7 décembre 1936? Un aviateur qui a le même nom qu'un rugbyman qui a joué en équipe de France, dont le prénom est Maxime Médard. Non. Maxime. Un aviateur. Ah non, oui, Mermoz. Évidemment. Il y a Manu qui revient dans le game. Oui. Allez, bon, il en reste deux. Alors, je vous préviens, celles-là, elles sont pourries. Qui a presque le même nom qu'une entreprise agroalimentaire qui est aussi une célèbre marque de viande de bœuf? Billard. Chapelle. Charal. Voilà. Merci. Et je vais y aller, moi. Valérie. Non, je vais vous laisser, là. J'ai un peu de mal, là. Et alors, la dernière, qui parmi les joueurs ayant porté le maillot du 15 de France a presque le même nom qu'un célèbre personnage de Walt Disney, un adorable fan qui survit à la mort de sa mère? Babi pour Bambi. On y a pensé, c'est bon aussi, mais il y en a un autre. Je pensais plutôt à un autre. Bambi. Il y a un autre fan que Bambi qui joue en équipe de France, qui est en ce moment en équipe de France. Ah, pardon. Bamba Voilà, Bamba. Moi, je préfère Babi, on est plus proche. Mais Babi, on peut le prendre aussi. Voilà, alors je sais pas si Valérie, qui est derrière la caméra, a tenu les comptes. Non, c'est Valérie Lefort. C'est Valérie Lefort sans conteste. Qui a gagné. Pas fier. Je vais peut-être arrêter la semaine prochaine. On va faire autre chose. Allez, ici mon Ferrand est terminé. En tout cas, vous pouvez télécharger cet épisode sur les différentes plateformes. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Sport Auvergne, et sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, messieurs. Et à la prochaine. Bonnes vacances aux joueurs.